Bien que beaucoup de sages se soient rassemblés dans les montagnes, depuis qu'ils y ont pénétré, jamais personne n'a rencontré un seul d'entre eux. C'est un extrait d'un texte de Maître Dogen dont j'aimerais parler aujourd'hui, parce que ça me semble important de revenir aux textes fondamentaux, aux textes de base, et pour moi notamment à Maître Dogen. Parce que Maître Dogen, je trouve qu'il y a une chose formidable, c'est qu'il va toujours me montrer un autre côté du monde, en quelque sorte. C'est comme si à travers ses phrases, à travers le rythme de sa phrase, le choix de ses mots et tout ça, il démontait un petit peu ma vision du monde pour me montrer que non, elle est pas forcément fausse, mais tout à fait incomplète et qu'il y a autre chose à voir. Donc là, on va être dans une histoire de montagne, de sages. Et a priori, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que je serais concernée par cette histoire? Moi, je ne suis pas une sage, je ne vais pas disparaître dans les montagnes, ou alors si je disparais dans les montagnes, ça va être un autre problème. Et tous ces grands sages, ça me semble très éloigné de moi à première vue. Mais d'autre part, je pense qu'il ne faut pas rester collé au quotidien en quelque sorte. On a besoin de voir plus large justement, de voir autrement, parce que le quotidien nous fait croire que nous comprenons le monde. Le quotidien nous fait croire que nous comprenons nous-mêmes, que nous comprenons les situations, que nous comprenons comment tout ça fonctionne autour de nous. Et moi, je crois que ça, c'est ce qu'on se raconte, en fait. Forcément, on est obligé de se raconter quelque chose pour pouvoir fonctionner dans le monde, mais que le monde et nous, c'est pas seulement ça. Alors, ces grands sages, ben, au fond, je pense qu'on peut regarder autrement et que ces grands sages, c'est nous toutes et nous tous, puisqu'on dit que nous avons tous cette potentialité de devenir Bouddha, que nous avons tous cette potentialité de réaliser la réalité justement telle, celle que je ne vois que de façon partielle dans mon quotidien. Alors à ce moment-là, les grands sages, eh bien c'est vous et moi et tous les êtres. Et la montagne, le lieu dont il parle, eh bien c'est ça, c'est ici, c'est exactement notre vie même. Vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire de la hutte d'herbe dont j'ai parlé il y a 2 mois à peu près. Il ne s'agit pas tant de partir dans la montagne, mais il s'agit de réaliser complètement sa vie, sa propre vie, ici, exactement là où l'on est et exactement maintenant. Donc la montagne, ce n'est pas un lieu, mais c'est notre propre vie, c'est notre vie même. Donc voici le texte de Maître Dogen et après je poursuivrai quelques mots. Depuis le commencement sans début jusqu'à aujourd'hui, les montagnes ont toujours été la demeure des grands sages. Les anciens et les sages ont fait des montagnes leur demeure personnelle, ont fait des montagnes leur propre corps-esprit. Et c'est à travers ces anciens et ces sages que les montagnes se sont actualisées. Bien que beaucoup de grands sages et d'anciens se soient rassemblés dans les montagnes, depuis qu'ils y ont pénétré, jamais personne n'a rencontré un seul d'entre eux. Il y a seulement la manifestation de la vie de la montagne elle-même. Pas une seule trace d'une personne entrée dans la montagne ne peut être trouvée. Alors, évidemment, pour parler un peu de ce texte, je vais faire ce que Maître Dogen ne voulait pas faire, c'est-à-dire que je vais remplacer ces mots par d'autres mots qu'il a évité justement de mettre. Bien, faire de la montagne, comme ces anciens sages, faire de la montagne son propre corps-esprit. Entrer dans la montagne, en fait, c'est entrer dans la voie, c'est entrer dans le dharma et pratiquer complètement, totalement. On va toujours retrouver cette idée dans Maître Dogen, pratiquer complètement. Moi, je pense que c'est un peu comme se jeter dans une piscine. Vous voyez, dans chaque acte, nous allons pratiquer complètement corps-esprit. Corps-esprit, c'est comme un mot, un seul mot dans Maître Dogen. Il n'y a pas cette séparation très, très occidentale, culturelle, entre le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Non, corps-esprit, nous allons nous jeter dans nos activités. Et c'est cela qui va permettre d'exprimer notre nature véritable, parce qu'à ce moment-là, lorsque nous sommes un avec toutes les choses, eh bien, nous sommes dans cette non-séparation totale qui est la manifestation de la vie même dont parle Maître Dogen. Et c'est vraiment actualiser. Actualiser, c'est un mot qu'on va retrouver très souvent dans Maître Dogen. Et ça va être
faire apparaître la totalité, mais à travers la pratique. C'est là où cette expression corps-esprit est intéressante, parce qu'elle dit bien que c'est le corps aussi qui est en jeu. Le sage marche, rentre dans la montagne, monte dans la montagne. Et lorsque nous avons une activité, c'est avec notre corps. Et à ce moment-là, on peut faire apparaître la totalité, c'est-à-dire le soi véritable, qui n'est pas coupé du reste. Et c'est lorsque notre pratique est totale que ce qui va apparaître, ou plus exactement qu'elle va devenir, ce que Maître Dogen appelle Butsu-ji. Butsu, c'est Bouddha, et Ji, c'est activité. Donc, lorsque notre pratique est totale, lorsque nous sommes immergés en quelque sorte, corps et esprit, dans l'acte, dans le moment, dans l'instant, à ce moment-là, notre activité est une activité de Bouddha. Quelle qu'elle soit. Ça peut être faire zazen, mais ça peut être faire la cuisine, se laver la figure, marcher, nettoyer les toilettes, etc. C'est pas du tout une question d'activité, c'est une question de se totalement, complètement corps et esprit. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus à ce qu'on imagine comme un interstice en quelque sorte entre nous et le monde. Vous voyez, c'est comme si sans arrêt on faisait un pas en arrière, le monde est là, et puis tout d'un coup je fais un pas en avant et je rentre dans le monde. Mais c'est faux, ça c'est vraiment une grande illusion. Nous sommes le monde, nous sommes dans le monde à chaque instant. Mais la question c'est de faire apparaître cette totalité. Et ça c'est vraiment... dans tous ces textes, Maître Dogen va parler de cette nécessité d'être complètement, il y a un mot qui revient souvent et on pourrait le dire pour les montagnes, c'est devenir intime avec. C'est comme Gachot, c'est devenir un avec. Et ce qui est intéressant, c'est que ces anciens et ces sages donc, sont actualisés, reviennent à leur nature profonde de par les montagnes, mais ça marche dans les deux sens. Et ça, ce que je trouve merveilleux, parce que chez Maître Dogen, c'est toujours très inclusif en fait. Il y a un côté, et puis il y a l'autre côté aussi. Alors, on peut comprendre que le sage va actualiser sa pratique à travers Butsuji, mais ça marche dans l'autre sens aussi. Il le dit, la pratique de la montagne, elle éveille le sage, et le sage en retour éveille la montagne. Et le sage et nous, à travers Butsuji, en retour, nous éveillons le Dharma, c'est-à-dire que nous le rendons présent et vivant. Ce n'est pas un objet posé dans un coin, mais c'est quelque chose qui est toujours là. Et il y a cette interaction, je trouve ça fascinant. C'est comme un mouvement en quelque sorte. Vous voyez, aller vers le Dharma et le Dharma vient vers nous. Et à ce moment-là, j'avais pensé la première fois, jusqu'à ce qu'on soit un. Mais ça n'a pas de sens parce qu'on est toujours un. Simplement, à un moment, on le fait apparaître. Et à ce moment-là, on ne peut plus distinguer entre la voix du Bouddha et le cuisinier du temple, Maître Dogen, vous et moi, peu importe. À ce moment-là, tout apparaît ensemble et il ne reste pas une seule trace. On avait parlé aussi, à peu près au même moment, il y a 2 mois, de ne pas laisser de traces ou qu'est-ce qu'on laisse comme trace. Il faut bien entendre que trace, c'est dans le sens du moi, du moi, moi. C'est-à-dire une trace, ça va être de laisser j'aime, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, etc. Ça n'a rien à voir avec du concret, parce que si c'était du concret, évidemment, le cuisinier du temple, par exemple, quand il prépare le repas complètement corps et esprit et que ça devient Butsuji, à la fin, il y a un repas. S'il n'y avait pas de traces et pas de repas, ça serait vraiment étrange. Donc, forcément, ne pas laisser de traces. Un tout petit exemple, par exemple, on verrait que dans la nourriture préparée, ici, il y aura un grand tas comme ça, puis ici, un tout petit tas. Il y aura un grand tas comme ça, parce que ça, le cuisinier, il l'aime beaucoup. Et puis, il aurait fait un tout petit tas comme ça de quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Voilà, ça, c'est une trace, en quelque sorte. Alors que la pratique de Butsuji, c'est une pratique juste. Dans le Sandoka, ça dit comme une boîte et son couvercle. Et moi, je pense que c'est vraiment comme... voilà, comme Gachot. En fait, on revient toujours à Gachot, c'est une pratique juste. Et à ce moment-là, il ne laisse pas de traces. Lorsque nous sommes dans une pratique juste, à ce moment-là, nous nous effaçons en quelque sorte, nous disparaissons et il ne reste pas de traces. Alors, le deuxième côté dont j'aimerais parler, c'est que j'ai dit que la montagne, c'est le Dharma, c'est la manifestation complète de naissance et mort, en commencement à chaque instant. Mais il y a un autre côté. C'est que Maître Dogen, lorsqu'il est rentré de Chine,
il s'est installé 2-3 fois près de Kyoto, près de la capitale. Et puis à un moment, il est parti, complètement parti, et avec un assez petit groupe, tout petit groupe de disciples, et il est parti dans la montagne. Il est parti dans la montagne profonde, il est parti dans la montagne pleine de neige. Et ça, c'est intéressant parce que à ce moment-là, au Moyen-Âge, à l'époque de Maître Dogen, la montagne, c'est un endroit un peu, comment dire, un peu sauvage. Vous voyez, c'est un endroit sacré, d'une part, mais c'est aussi un endroit un peu sauvage. Parce que la capitale, les grandes villes, mais surtout la capitale, bien sûr, c'est le lieu de la culture, c'est le lieu de la civilisation. Et qu'est-ce que c'est que cette culture, cette civilisation? Eh bien, c'est le moi. Lorsqu'il y a civilisation, eh bien, il y a hiérarchie, il y a statut social, il y a jugement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une place sociale pour chacun et donc des séparations, des différenciations entre les personnes. Alors que la montagne, au contraire, elle accueille tous les êtres sans jugement, sans discrimination. Donc, sans distinction, à ce moment-là, tout disparaît, le statut social, la hiérarchie, etc. Et tout devient nature de Bouddha, tout devient dharma. Alors, est-ce que cette montagne est aussi un lieu concret? Eh bien, d'une certaine façon, oui. En fait, c'est un peu les deux. Parce que Maître Dogen, quand il s'est installé dans le nord, quand il a installé son grand temple, Eiji, à un moment, il a écrit, alors je n'ai pas retrouvé le terme exact, mais en substance, il dit, en effet, la pratique de la voie ne peut se faire que dans la montagne. Et il reprend ensuite ce que son maître Nyojo lui avait toujours dit, il faut s'éloigner des villes et partir dans la montagne. Parce que la montagne, donc c'est ce lieu qui va accueillir tous sans distinction. Et surtout, dans cette montagne, il y a beaucoup de neige. Et il reprend cette idée, comment dire, la neige comme ça, dans beaucoup de poèmes. Alors, le plus célèbre, c'est les brins d'herbe cachés dans le champ de neige, et le héron blanc qui se cache dans sa propre forme. Ça veut dire que dans la neige, toutes les formes disparaissent. Il n'y a plus qu'un. Et de la même façon, lorsque les moines pratiquaient à Eiji, cette pratique de Bouddha, il disparaissait et il n'y avait plus qu'un. De la même façon, lorsqu'on coupe les carottes ou lorsqu'on se lave la figure ou lorsqu'on fait zazen, quoi, tout disparaît et il n'y a plus qu'un. La neige, comment dire, recouvre les phénomènes. De la même façon, notre pratique Butsuji nous rend un sans séparation. Et à ce moment-là, il n'y a plus que la pratique elle-même et l'éveil du Bouddha qui va apparaître à chaque instant. Donc, cette montagne, elle est à la fois le lieu d'éveil pour tous et puis le lieu de la montagne où se trouve Eiji. Et dans cette pratique sans séparation, eh bien, il n'y a que des commencements sans début. Et je voudrais finir là-dessus parce que c'est la première phrase du texte et qui dit donc depuis le commencement sans début jusqu'à aujourd'hui. Et alors, ça c'est Maître Dogen, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être un commencement sans début? Et dans cette non-séparation, justement, chaque instant est présent avec toutes les choses. Et vous voyez, c'est drôle parce que là aussi, c'est difficile de perdre cette habitude de se voir séparé comme ça. Parce que j'avais écrit, chaque instant se présente à nous entièrement. Mais ça n'a pas de sens parce que nous sommes dans l'instant. Dans cette non-séparation, nous sommes dans l'instant. Donc simplement, chaque instant se présente dans son entièreté à chaque instant. Et Maître Dogen avait dit ça d'une autre façon, un petit peu, dans un autre texte. Il dit chaque instant est un instant de plénitude. Chaque instant est plein, chaque instant est complet, chaque instant est entier, rien ne manque. Et puisqu'il est plein et complet, eh bien, nous y sommes inclus. Donc, la demeure des grands sages, c'est la demeure libre de toute dualité. Et quand on pénètre dans la montagne, notre propre corps-esprit devient un avec la montagne à chaque instant. Donc, Maître Dogen nous dit que une montagne, c'est en fait, cette montagne, une montagne, c'est en fait notre corps-esprit, les 10 000 phénomènes, le temps et l'espace, et tous les dharmas, sans début et sans fin, qui s'actualisent à chaque instant, sans laisser de traces. Et ainsi, offrir l'encens, prendre refuge dans les Bouddhas, remercier le maître, c'est aussi Butsuji, lorsqu'on le fait corps et esprit, et
tout comme l'encens va disparaître, tout comme la fumée de l'encens va disparaître, notre activité devient une avec tous les êtres.